Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence de Secret Planet. Merci d'être toujours aussi fidèles à ce rendez-vous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un tour opérateur de voyage d'aventure. Nous sommes Secret Planet avec 3 activités. Tamera pour tout ce qui est trek et découverte aventure de tout niveau. Expedition Limited avec des expéditions polaires et haute montagne. Et enfin Saiga pour des voyages de sauvegarde et de préservation de la biodiversité. Pour ma part, je suis donc Damien, en charge des terres polaires et de l'Asie centrale chez Tamera. Et aujourd'hui, nous retrouvons de nouveau Louis-Marie Blanchard. Bonjour Louis-Marie. Bonjour. Louis-Marie Blanchard, grand voyageur, auteur, photographe, avec qui on a déjà fait 2 webconférences, une pour partager toutes ces années de voyage sur les hauts plateaux du Pérou, notamment à la rencontre des nomades et semi-nomades, également au Maroc et dans toute la Haute-Asie. Et ce soir, et donc la dernière fois, il n'y a pas si longtemps que ça, pour parler des nomades du Maroc, sud du Maroc. Et aujourd'hui, il va nous raconter l'histoire des peuples nomades de Haute-Asie, des sites aux Mongols de Gengis Khan. Alors, juste pour rappel, pour mieux interagir avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions en fait à Louis-Marie avec l'onglet Q et R qui me permettent de voir les questions. Je les reprends en fin de présentation. Et puis, comme ça, on peut faire notre échange en toute fluidité. Voilà, donc là, on va retrouver Louis-Marie. Alors, avant de le retrouver en direct, on va assister à un court entretien qu'on a réalisé ensemble il y a quelques jours, d'environ 25 minutes, et donc qui retrace toute l'histoire de ces peuples. Je vous rappelle, la prochaine webconférence aura lieu le 17 novembre, et là, pour le coup, ce sera David et Eric qui viendront nous parler de cette fantastique aventure de l'ascension du Manaslu qui a été réalisée en octobre dernier et pour laquelle Eric a pris part. Mais en attendant, nous partons pour la Haute-Asie. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'histoire des nomades des steppes et plusieurs civilisations qui se sont déployées, chevauchées, fait la guerre, et ça depuis, on va dire, la fin de la dernière glaciation, ou au moins, en tout cas, depuis l'âge du bronze. Donc, à cette époque-là, sur l'Eurasie, la dernière glaciation se termine et des terres qui étaient prises par les glaces vont être libérés. À cette époque-là, on a partout dans les steppes d'Eurasie, on a plutôt des gens qui sont chasseurs-cueilleurs et qui sont éventuellement chasseurs, éleveurs, enfin, dire vraiment éleveurs, mais côtoient le renne, parce que c'est une ambiance glacée et que le renne est l'animal qui domine toute cette zone-là entre l'Eurasie, enfin de l'Europe à l'Asie. Au fur et à mesure que la glaciation va se terminer, un certain nombre de zones prises par les glaces vont se transformer en toundra, voire en forêt, et les éleveurs de rennes vont continuer, les chasseurs de rennes vont continuer à se promener là-dedans. On a un exemple aujourd'hui en Mongolie avec un petit peuple comme ça de chasseurs-éleveurs de rennes, ce sont les Tsahatan du nord de la Mongolie que l'on voit sur cette image. Ils se déplacent au fur et à mesure que les rennes eux-mêmes se déplacent. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler vraiment de domestication. En fait, ils suivent les rennes et les rennes se déplacent en fonction des saisons et de la présence de glace ou pas sur leur territoire, parce qu'eux, ils doivent pouvoir manger des lichens et pour ça, il faut que ça se déglace. Comme il faut suivre les rennes, ces nomades vont vivre dans des espèces de tentes très faciles à monter et à démonter parce que pratiquement, il faut qu'ils changent de lieu de campement tous les jours quand ils suivent les troupeaux de rennes en migration vers le nord ou vers le sud. C'est ce que font encore aujourd'hui les nomades Tsahatan. Au fur et à mesure que le climat va se réchauffer,
En fait, ces peuples-là, ils vont remonter vers le nord. La plupart, ce sont des peuples qu'on appelle finno-ougriens. On trouve de l'Oural, en Asie centrale, en Sibérie du Sud et tout. Et tous ces peuples, dont certains existent encore, donc les Tsahatan, mais aussi il y a les Khantis dans l'Oural, il y a les Nénètes, il y a les Evenks, il y en a un tas de ces peuples-là, et même pas que des finno-ougriens, il y a aussi des Turco-mongols qui vont remonter vers le nord avec leurs troupeaux de rennes. Et donc, on va avoir comme ça un phénomène de remonter vers le nord depuis ici, là, dans ces steppes ici, de l'Oural et même encore plus à l'ouest, l'Asie centrale, toute la Sibérie du Sud, tout ça, ça va remonter vers le nord. Et puis, les zones qu'occupaient avant les rennes vont devenir des zones de steppe herbeuses à cause du réchauffement. Et à ce moment-là, les rennes vont être remplacés essentiellement par des chevaux. Donc, on passe du renne au cheval. Et donc là, on va avoir une première civilisation qui va domestiquer des chevaux. Et on a découvert récemment qu'ils avaient domestiqué en premier le cheval de Przejalski. Donc le Przejalski, que l'on croyait être un cheval que sauvage, en réalité a été le premier cheval domestiqué par un peuple qui s'appelait Botaï et qui vivait dans le nord du Kazakhstan. Ces gens-là, on a retrouvé leurs traces archéologiques là, du côté d'Astana, donc dans le nord du Kazakhstan. Ces gens-là, l'été, ils campaient avec des tentes, des yourtes. On n'a pas d'artefacts de ça parce que ça a été détruit. Par contre, on a des artefacts de leur campement d'hiver, qui étaient des huttes semi-enterrées, en pierre et en terre, comme celles que l'on voit là, et qu'utilisent encore très souvent des nomades mongols, kirghizes ou kazakhs, et comme j'ai pu le voir dans différents endroits de Mongolie. Ces habitations-là, on les appelle eruken. C'est le terme exact pour les désigner. Et donc l'hiver, ils s'enterraient là-dedans avec leurs enclos à chevaux. L'été, ils s'en allaient en migration avec leurs troupeaux de chevaux, et ça a duré pendant plusieurs milliers d'années. Parallèlement, il y a une autre civilisation qui est née à peu près au même moment et qui a domestiqué d'autres types de chevaux, beaucoup plus proches des anciens chevaux de forêt qu'on appelait les tarpans, différents du Przejalski, et qui vont être transformés aussi en poneys. Ces poneys qui vont devenir les poneys de toutes les hordes nomades de l'Eurasie. Aujourd'hui, l'animal qui serait le plus proche de ça, c'est les poneys que l'on voit là, qui sont les poneys de Yakoutie. C'est des animaux très proches du sauvage. Et parallèlement, ils vont domestiquer non seulement le cheval, mais également le chameau, comme on le voit ici, dans les zones qui sont plus en plus sèches. Et ils vont domestiquer d'autres animaux, les yaks, et qui étaient en fait des sortes d'aurochs, si on veut, ou de bisons. Et ils vont domestiquer également des animaux à pattes courtes, puisque là-bas on parle des 5 museaux, les chevaux, les chameaux, les yaks, et après les pattes courtes, qui sont les moutons et les chèvres. Avec ça, ces éleveurs nomades, depuis l'Europe jusqu'à l'Asie, vont se transformer en nomades éleveurs. Ils vont passer de chasseurs-cueilleurs du renne, avec chasse et élevage du renne, à éleveurs des 5 museaux, le cheval, le chameau, le yak, le mouton et la chèvre. Ces gens-là, ils vont avoir tous comme caractéristique, et c'est comme ça qu'on les connaît bien sur le plan archéologique, d'enterrer leurs morts dans des espèces de tumulus qu'on appelle des kurganes. Et ça, on en trouve depuis la Hongrie jusqu'à la Chine, sur toute l'Eurasie, on trouve ces tombes, ces kurganes, dans lesquelles ont été enterrés les chefs. Et vont nous donner des indications très, très intéressantes sur ces gens-là. Parce qu'à l'intérieur, on va souvent trouver la tombe d'un chef, mais on va trouver également toutes sortes d'artefacts, d'artisanat, des poteries, on va trouver aussi des ossements, parce que souvent ils se faisaient enterrer avec des chevaux, on va trouver des bijoux, etc. etc. Et ça va nous donner, ça va nous permettre de dater les tombes et nous permettre de voir, par exemple avec les chevaux qui sont enterrés avec l'homme, on va pouvoir voir si le cheval a été monté, parce que quand un cheval a été monté, c'est simple, les archéologues le voient tout de suite, parce qu'il a
une usure au niveau des mâchoires, hein, à l'endroit où on place le mort, et il a des micro-fractures sur la colonne vertébrale, presque rien, mais ça suffisant pour voir que le cheval a été monté. Et donc, dans tous les cas des courganes, ce qu'on voit, c'est que les chevaux ont bel et bien des usures au niveau des mâchoires et ils ont bel et bien des micro-fractures des vertèbres, ce qui prouve que ces gens-là montaient les chevaux comme nous, on les montait en Mongolie lors de nos pérégrinations. Ces courganes-là, il y en a encore des milliers à fouiller sur toute l'Eurasie. En Mongolie, j'en ai vu des centaines qui n'ont jamais été fouillées. On voit ici une coupe de courgane, hein, c'est simple, on voit la tombe tout en bas, qui est tenue par des poutres de bois en général, hein, et par-dessus, on entasse des pierres et on fait un tumulus qui est souvent recouvert de terre, ça donne un tumulus rond. Alors, effectivement, au cours des âges, tout ça s'aplanit et pour finir, on ne trouve plus qu'un tas de pierres, la terre a disparu et la grande butte du tumulus, on ne voit plus qu'un tas de pierres presque au ras du sol, mais quand on fouille en dessous, on retrouve la tombe avec les hommes, les chevaux, les bijoux, les poteries, etc., etc. Ces gens-là, ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient des techniques artistiques assez élaborées. Hein, c'est ce qu'on appelle l'art scythe, hein, parce que ces peuples-là, au départ, on les appelle les Scythes. Ce sont des Indo-Européens, pas des Turco-Mongols, mais des Indo-Européens qui peuplent depuis l'Europe jusqu'en Chine. Ils ont peuplé toute l'Eurasie, les Indo-Européens. Donc, ceux sont fait enterrer dans les courganes, et dans les courganes, on va trouver toujours des bijoux de ce type. Et principalement, ces caractéristiques des figurines de cervidés. Cervidés, parce qu'en fait, on pense que ça vient du fait qu'avant, ils étaient sur le renne et qu'ils ont gardé une dévotion sur le renne ou pour toutes sortes de cervidés. Et ça va jusqu'à un point incroyable, c'est que quand ils enterrent des chevaux dans les premières périodes où ils sont passés du renne au cheval, quand ils enterrent des chevaux, ils affublent les chevaux qui vont enterrer avec des bois de renne ou de cerf sur la tête. On retrouve dans les tombes squelettes de chevaux avec des bois de renne donc, qui sont attachés sur la tête, ce qui prouve qu'ils sont poussés, en fait, pour la plupart d'entre eux, du renne au cheval et qu'ils ont gardé une dévotion pour le renne, les cervidés. C'est un très bel art hein, que l'on retrouve notamment dans les grands musées de Russie avec des collections qu'on appelle les collections d'art tithique. Ces gens-là, à partir du moment où ils ont domestiqué le cheval, vont se faire évidemment la guerre entre eux et ils vont, je l'ai dit, s'étendre depuis l'Europe jusqu'à l'Asie. Et vont se déplacer avec des systèmes de chariots. Non seulement les guerriers sont à cheval, mais les femmes, les enfants, les vieillards, tout ça, c'est derrière avec des chariots. Souvent, les chariots sont 150, 200, 300 km en arrière des guerriers, de manière à ce qu'ils ne puissent pas être attaqués par les ennemis. Voilà comment ils se déplaçaient. Toujours sur les côtés et en avant, guerriers, en arrière également aussi si besoin, et 150, 200, 300 km en arrière, le train des équipages avec les chariots, les femmes, les enfants, les vieillards, bien à l'abri de tout ce qui pourrait se passer avant. C'est comme ça, petit à petit, on a vu force de guerre entre tribus, peuple ces zones-là. On va arriver à ce que les gens qui s'y trouvent en Eurasie, ils viennent vers l'Europe, et ceux qui sont en Asie, dans toute cette zone-là, ils poussent, ceux qui sont en Asie centrale, qui à leur tour viennent vers l'Europe. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, nous, avec des hordes de Huns qui sont arrivés chez nous aux alentours du 4e, 5e siècle. Ces gens-là avaient été poussés par d'autres, et ce sont des peuples qui sont un mélange en réalité d'indo-européens et d'altaïdes, c'est-à-dire de turco-mongols. Alors quand on parle des turco-mongols, il ne faut pas se tromper. À l'origine, la zone qui comprend la Mongolie et l'Asie centrale, elle était peuplée par des Indo-Européens, de type iranien, un peu comme les Européens d'aujourd'hui. Et puis petit à petit, ils ont été supplantés par d'autres populations qui sont arrivées de Sibérie, qui sont descendues
vers le sud. Tout ça était peuplé par des Indo-Européens et petit à petit, depuis le nord vers le sud, arrivent d'autres peuplades qui sont des Turco-Mongols. Alors, les Turco-Mongols, ils peuplent toute l'Asie centrale, toute la Mongolie. Au départ, les Mongols eux-mêmes, ils ne sont pas en Mongolie. Hein. On croit qu'ils ont été toujours en Mongolie, ce n'est pas vrai. Au départ, il y avait d'autres peuples qui étaient en Mongolie, les Xiongnu notamment, qui vont devenir les Huns, qui vont venir chez nous. Et puis après, des Turcs, les Turcs ouïghours, qui habitaient la Mongolie et qui vont être chassés par les Mongols. Donc ces Mongols, au départ, ils étaient dans le delta de l'Amour, ils vont remonter petit à petit au fur et à mesure des générations vers le Haut-Amour, et puis l'Oron et la Kéroulène, et puis ils vont arriver comme ça dans le nord de la Mongolie, et ils vont chasser les Turcs. Les Turcs vont chasser les Indo-Européens qui sont là, qui s'appellent les Yuezhi, et encore un autre peuple qui s'appelle les Wuzhun, et puis ils vont chasser comme ça les Sas, et puis après les Alains qui sont au nord du Caucase. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver, nous, avec des invasions à n'en plus finir, puisque tous ces peuples-là, ils vont aussi chasser les Germains, et donc les Germains vont venir chez nous. C'est comme ça qu'on aura aussi les Francs qui vont arriver chez nous, qui ont un peuple germain, et ce qui va faire après la France. Donc, vous voyez, c'est des phénomènes de château de cartes, de gens qui se poussent les uns les autres, à la fois vers l'Europe, et aussi vers la Chine, parce que ces peuples-là, ils ne se contentent pas d'aller vers l'Est et l'Ouest, mais ils descendent souvent vers le Sud. Et donc, les Xiongnu vont attaquer la Chine, qui est un empire sédentaire, avec des soldats qui ne sont pas des cavaliers, parce que la Chine n'est pas un territoire pour entretenir beaucoup de chevaux. Et ils vont aussi, en ce qui concerne les Indo-Européens, ils vont descendre carrément vers l'Afghanistan et vers l'Inde du Nord, et ils vont coloniser l'Afghanistan et l'Inde du Nord, les Indo-Européens. Donc les Xiongnu vont s'attaquer à la Chine, les Indo-Européens non seulement vont venir vers l'Europe, mais vont attaquer l'Asie centrale et vont attaquer même l'Inde du Nord, où ils vont faire des royaumes assez importants là-dedans. Notamment, les fameux Yuezhi vont faire l'empire couchant dans toute l'Asie centrale, l'Afghanistan et tout le nord de l'Inde, et ça va durer X siècles, et c'est même eux qui vont introduire après le bouddhisme dans toute cette zone-là. Voilà. Alors, en ce qui concerne les rapports avec la Chine, les rapports avec la Chine sont très difficiles, parce que d'un côté, donc, ces gens-là, ce sont des cavaliers capables de se battre très très rapidement, et avec impossible d'attaquer les femmes et leurs enfants qui sont toujours très en arrière. Et les Chinois se retrouvent bien ennuyés avec ces attaques continuelles, et pour ça, ils vont devoir faire une barrière qu'on va appeler la Grande Muraille. Cette Grande Muraille, elle va s'étendre tout le long de la frontière nord de la Chine, et elle est faite pour empêcher les hordes nomades de passer de Mongolie et d'Asie centrale vers la Chine. Parallèlement, la Chine elle va mener une autre action qui consiste à se procurer des chevaux pour faire une cavalerie qui va pouvoir contrer les hordes nomades. Et donc là, ils vont acheter un nombre considérable de chevaux, non pas aux Xiongnu qui sont juste au nord de la Chine, mais aux gens d'Asie centrale, les Yuezhi, les Wuzhun, etc. Ils vont leur acheter 150 000, les textes chinois sont formels, les Chinois achètent environ 150 000 chevaux en Asie centrale chaque année, et ils entretiennent une armée qui fait 1 million de chevaux. Malgré ça, avec cette armée-là, ils n'arrivent pas à contenir les hordes qui s'attaquent à eux. Ça sera toujours un énorme problème pour les empereurs chinois de contrer les hordes nomades. Ces hordes nomades, elles ont une façon très spéciale de faire la guerre, et c'est ça qui rend presque impossible de les contrer. Chaque fois qu'il y a un champ de bataille, ils commencent par envoyer 30, 40, 50 000 archers légers munis d'arcs précontraints, des petits arcs qui peuvent tirer 8 flèches à la minute au galop. En face, ça c'est tous les textes d'historiens qui le disent, on a souvent des fantassins qui ne tirent que 3 ou 4 flèches à la minute et qui sont entourés par leurs boucliers. Ces archers légers, mongols ou turco-mongols ou indo-européens, ils tournent autour du champ de bataille sans jamais s'approcher, ils sont capables d'envoyer leurs flèches à 200-300 mètres des fantassins. Ces fantassins sont alors obligés
de se protéger avec leur bouclier sur eux, de se mettre à genoux en quelque sorte, ou debout avec leur bouclier sur eux, et deviennent complètement incapables de combattre. Ça dure que quelques minutes, et à ce moment-là, les Indo-Européens, aussi bien que les Turco-Mongols, ont un deuxième type de cavaliers qu'on appelle les cataphractaires, qui sont des cavaliers lourdement cuirassés, soit avec du cuir, soit avec du métal, qui ont des très grandes lances qui font 5 à 7 mètres de long. Et ils se projettent sur les gens qui ont leur bouclier en protection. Et en quelques minutes, ils mettent le bazar dans cette armée de fantassins et ils se retirent. Les autres pensent que c'est fini, enlèvent leur bouclier, se remettent en action, et à ce moment-là, les archers légers reviennent et remettent une deuxième tournée aux fantassins. En l'espace de quelques heures, n'importe quelle armée est à bas. Les Romains l'ont constaté avec les Indo-Européens lors de la bataille de Car contre les Parthes en moins 50. Ils ont perdu 12 légions contre les hordes nomades en une seule bataille. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Chaque fois, c'est le même scénario. Hein, et impossible de lutter tant qu'on n'aura pas mis au point des très, très nombreuses cavaleries, à la fois d'archers légers et de cataphractaires, comme ceux qu'on voit ici de Mongols. On ne pourra pas lutter contre eux. Et c'est comme ça qu'on va arriver au XIIIe siècle avec un empire mongol. En fait, quand on dit mongol, il ne faut pas se tromper. Il y avait dedans des chefs mongols, pas plus que 2 à 3 combattants sur 10. Le reste, c'était quoi? C'était des Turcs qui avaient été soumis par les Mongols et c'était des Indo-Européens qui avaient été soumis par des Mongols, notamment les Alains, ces fameux Alains qui vont être chez nous et après qui vont descendre même sur l'Espagne et sur le Maghreb et qui vont fonder un petit empire en Kabylie avec les Vandales. Vous voyez, donc ils peuvent aller vraiment très loin. Les Alains sont partis du Caucase, mais les Mongols, ils sont bel et bien partis de Mongolie au nord de la Chine, et ils sont arrivés, on le voit ici, jusqu'en Pologne et jusqu'en Hongrie. Tous les princes russes vont payer tribut aux Mongols, et les princes hongrois vont aussi payer tribut aux Mongols. Ça fait un empire gigantesque, le plus grand empire que la Terre ait jamais porté, puisqu'elle comprend la Chine, la Mongolie, toute la Sibérie du Sud, c'est-à-dire la Transbaïkalie, on voit ici le lac Baïkal, toute l'Asie centrale, tout l'Oural et l'Europe de l'Est, et en bas, tout l'Iran et une partie de l'Afghanistan. Il se divise en plusieurs empires ou plusieurs hordes. Hein. L'empire chinois, mongol chinois qu'on appelle l'empire des Yuan, avec Kubilai Khan, hein, le successeur de Gengis Khan. Le Khanat du Chagatai sur l'Asie centrale. La horde blanche et la horde d'or, je veux dire, sur tout le Kazakhstan et jusqu'en Russie, et l'île Rana de Perse en Iran. Donc tout ça, ce sont des fils, des petits-fils, des neveux de Gengis Khan qui se partagent cet empire et qui le divisent en plusieurs zones. Les batailles vont se continuer pendant plusieurs dizaines d'années et les Francs vont faire vraiment tout ce qu'ils vont pouvoir pour les arrêter. Ça ne sera jamais vraiment possible. Béla II de Hongrie va réunir la plus grande armée qui ait jamais été réunie par les Européens. Et ils vont quand même se faire battre. Il faudra en fait attendre la venue des armes à feu pour arriver à contrer vraiment les hordes nomades. C'était extrêmement difficile de les contrer parce qu'on n'avait jamais le nombre de chevaux suffisant pour se battre avec des hordes qui avaient 30, 40, 50 000 chevaux avec beaucoup de réserves derrière. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces cavaliers turco-mongols ou indo-européens, ils étaient complètement autonomes. Chaque cavalier avait 15 jours de flèches et de nourriture. Ils avaient chacun 2 chevaux. Un était laissé en arrière pour le combat, mais ils avaient chacun 2 chevaux. Et sur le deuxième cheval, il y avait toujours des réserves de flèches, 800 flèches, on dit en moyenne, hein, sur le cheval, ce qui pèse presque rien. Hein. Et puis des réserves de viande, notamment séchée.
Et quand ils avaient soif, ben c'est simple, ils perçaient la veine jugulaire de leur cheval et ils buvaient à même le cheval. Donc en Europe, tout ça a été inconcevable. En plus, on ne pouvait pas attaquer leur train des équipages parce qu'il était toujours plusieurs centaines de kilomètres en arrière. Et ces cavaliers-là, on a eu souvent les exemples qu'ils étaient capables de faire 150 kilomètres en 24 heures. Alors qu'une armée normale européenne, telle que celle de Béla II de Russie, était capable de faire 20, 30, 40 kilomètres à marche forcée. Les Turco-Mongols, c'était 150 kilomètres. Donc voilà pourquoi on n'a jamais pu réussir à les contrer. Suite à cette conquête mongole, le gros intérêt, c'est qu'à ce moment-là, les Mongols sont maîtres de la Chine, ils sont maîtres de la Mongolie, ils sont maîtres de l'Asie centrale et ils sont maîtres de toutes les steppes d'Europe de l'Est. Et ça va donner ce qu'on appelle la Pax Mongolica. On voit ici un cavalier mongol qui surveille, et derrière d'autres peuples, des Tadjiks notamment, d'Asie centrale, et puis des Iraniens, etc. Et tout ça, ça va permettre à la route de la soie de s'épanouir, parce qu'avant, tous ces peuples se faisaient la guerre, c'était très difficile pour le commerce de passer d'un peuple à l'autre. Avec la Pax Mongolica, eh bien, ça va être très facile de passer. Et c'est comme ça qu'on va avoir le fameux Marco Polo, auquel j'ai consacré un ouvrage, qui va pouvoir faire son voyage depuis Venise jusqu'en Chine. La Chine était à ce moment-là commandée par Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis Khan. Sans cette Pax Mongolica, Marco Polo et d'autres voyageurs, d'autres commerçants n'auraient jamais pu aller depuis l'Europe jusqu'en Chine. Pour terminer, je voudrais juste, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer quelques très belles miniatures. D'abord, la carte du voyage de Marco Polo. On voit qu'il part ici de Venise, l'Adriatique. Il arrive ici sur les forteresses croisées, puis il arrive dans les steppes d'Asie centrale, l'Iran, et les steppes d'Asie centrale, et puis il va franchir les Pamirs, etc. Et il va arriver comme ça à la cour de Pékin. Je précise que son voyage de retour après 25 ans de séjour se fera par la mer. Pour finir, quelques gravures magnifiques d'un des principaux ouvrages qui nous raconte toute l'histoire que je viens de vous raconter, c'est l'histoire secrète des Mongols, magnifiquement illustrée là avec une version qui a été écrite en perse, où on voit des cavaliers mongols, femmes, enfants, sur leurs chevaux et chameaux. On les revoit ici sur les chameaux. Et vraiment, c'est un exemple extraordinaire de mélange entre la conquête mongole et puis l'art de la peinture et de la miniature des Perses, la Perse qui avait été conquise par les Mongols. Aujourd'hui, de ces peuples nomades, il en reste beaucoup, pratiquement plus d'Indo-Européens, on peut dire il n'y en a plus. Les dernières hordes d'Indo-Européens se sont réfugiés dans le Caucase, notamment en Ossétie, parce que l'Ossétie, les Ossètes, en fait, ce sont les descendants du grand peuple alain conquis par des Turco-Mongols. Et les derniers résistants alains se sont réfugiés dans des vallées inexpugnables du Caucase. Par contre, dans les steppes d'Asie, on trouve encore de très nombreux nomades, bien sûr les nomades mongols, mais également des nomades kazakhs, qu'on trouve en Mongolie, au Kazakhstan et dans d'autres pays, des nomades kirghizes qu'on va trouver au Kyrgyzstan, au Tadjikistan et en Afghanistan, et puis des nomades tibétains qui sont eux-mêmes les plus nombreux de tous ces nomades. En gros, aujourd'hui, on a 2 millions à 2 500 000 nomades tibétains. On a environ 1 million à 1 500 000 nomades mongols. On a environ 500 000 nomades kirghizes et kazakhs. Je me suis pendant 25 ans promené dans toutes les zones qu'ils habitent. Et donc, la prochaine fois, on pourra parler de tous ces peuples nomades et des voyages ou treks que vous pouvez faire dans toutes ces régions-là, sur les traces de tous ces peuples nomades et aller à leur rencontre. Voilà ce que j'avais à dire pour cette petite conférence sur les nomades des steppes. Merci. Voilà, passionnante histoire de ces peuples. Alors, rebonsoir Louis-Marie. Bonsoir.
Alors, déjà, effectivement, on termine en disant que la prochaine fois, on parlera justement de ces peuples actuellement, parce qu'on a eu donc cette idée de diviser en deux parties cette webconférence qui aurait été beaucoup trop longue, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Donc là, on est revenu sur l'histoire et la prochaine fois, on parlera actuellement et des traits que l'on peut faire. Alors, tu as évoqué justement les peuples turco-mongols. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, à Louis-Marie pour qu'on ait un vrai échange là-dessus. Alors, tu parlais des peuples turco-mongols. Est-ce que tu peux revenir quand même un peu brièvement sur cette migration justement de peuples? Je crois que ce qui est très important, c'est donc de se rappeler, d'une, que les Mongols ne sont pas originaires de Mongolie, mais qu'ils ont chassé les Turcs de Mongolie. Ces Turcs se sont retrouvés à un jeu donc de dominos, petit à petit, vers l'Asie centrale, notamment les Ouïghours ont fait souche dans l'extrême nord-ouest de la Chine. Beaucoup de Kazakhs et de Kirghizes sont partis aussi vers l'ouest, et des Ouzbeks également, et donc différentes hordes. Et par ce phénomène de domino, les Turcs, au fil des siècles, se sont retrouvés en Turquie. Et on peut dire aujourd'hui d'ailleurs que les Turcs de Turquie sont les moins turcs de tous les Turcs, même si on les appelle les Turcs et qu'on croit qu'ils ont toujours été en Turquie, parce qu'au fur et à mesure de leur migration, ils se sont mélangés avec d'autres peuples, notamment des peuples indo-européens, et notamment quand ils sont arrivés sur un fond grec et thrace en Turquie. Voilà. Donc, la Turquie des Turcs, c'est quelque chose de récent. C'est pour ça qu'ils se sont heurtés à l'Empire romain de Constantinople, hein, l'Empire roman en quelque sorte, hein, et ils n'ont pas du tout été en Turquie à la base. Ils étaient bel et bien originaires de Mongolie, d'Asie centrale. Et par rapport aux peuples indo-européens, eux étaient… Alors, les peuples indo-européens, à l'origine, ils sortent à la fois du nord de la mer Noire, du nord de la mer Caspienne. En gros, c'est ça, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Au moment où ils vont domestiquer le cheval, ils vont avoir une expansion vers l'est, jusque vers la mer de Chine, et vers l'ouest, jusqu'en Europe. On sait aujourd'hui que ce qui les a poussés à partir vite vers l'est et l'ouest, c'est probablement, selon toute probabilité, des épidémies de peste noire. Donc, comme ils avaient le cheval et qu'ils pouvaient fuir très rapidement, eh bien ça a fait une expansion fulgurante de l'Est vers l'Ouest pour fuir une épidémie. Et du coup, tu parles de cheval. Tu as évoqué le cheval de Przejazki. Est-ce qu'il est sauvé actuellement ou est-ce que c'est encore loin d'être le cas? Alors, le cheval de Przejazki, il en restait que donc c'est un cheval qui était primitivement sauvage, qui a été domestiqué par les Botaïs plusieurs millénaires avant notre ère, et qui après, quand les Botaïs ont disparu, on ne sait pas si c'est à cause de la peste ou d'autre chose, le Przejazki est redevenu sauvage en quelque sorte. Sauvage, domestiqué, redevenu sauvage. À la fin du 19e siècle, quand Nicolas Przejazki, le grand explorateur russe, les retrouve en Dzungari, ils ne sont plus que quelques centaines, quelques milliers tout au plus. Il va faire des pieds et des mains avec différentes expéditions pour en rapporter en Russie, ce qu'il va réussir à faire au bout de la 3e expédition. Et là, on va les domestiquer, les semi-domestiquer dans différents enclos, y compris en Europe. Aujourd'hui, on les réintroduit dans les steppes partout où on peut. Le gros bémol, c'est qu'ils ont perdu une bonne partie de leur instinct sauvage et que notamment, ils se défendent extrêmement mal contre les loups. Les adultes arrivent à se défendre à peu près, hein, en tapant du sabot contre les loups. Par contre, les poulains de l'année, qui normalement dans les hordes comme ça devraient être au centre de la horde, en empêchant totalement les loups d'accéder à eux, les Przejazki n'ont pas retrouvé cet instinct de se mettre en rond et de garder leur poulain au centre le temps qu'il faut contre les meutes de loups. Et ce qui fait qu'à Roustaï, par exemple, on est obligé en Mongolie, là où ils ont été réintroduits, on est obligé de les garder et de faire très attention à ce que les loups ne mangent pas tous les poulains de l'année. Donc, sauvés, oui, mais pas tout à fait sauvés parce que manque de défense contre les loups. Ils sont réintégrés uniquement en Mongolie ou à d'autres endroits? Non, actuellement, il y a d'autres endroits, mais partout, on a ce même problème de défense contre les loups.
Alors peut-être tu peux également, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce que je vois que vous êtes très nombreux encore ce soir. Peut-être qu'on peut, s'arrêter un petit moment là sur les dernières migrations et peut-être notamment avec la Chine. Alors, au XIIIe siècle, en fait, Gengis Khan arrive, donc en Mongolie. Il commence par conquérir un certain nombre de peuples turcs qui sont là, et il finit par faire une armée absolument gigantesque qui va déferler selon deux axes différents. Elle va déferler vers l'ouest, donc en direction de l'Europe, et elle va déferler vers le sud, en direction de la Chine. En l'espace d'une vingtaine d'années, le Gengis Khan en question, il va s'accaparer presque toutes les terres jusqu'aux limites de l'Europe et il va s'accaparer une petite partie de la Chine. Son fils et son petit-fils vont finir le travail, ainsi que des neveux, etc. Et là, au moment où Marco Polo va arriver, va faire son voyage de Venise jusqu'en Chine, les Mongols sont bel et bien maîtres de la Chine. Ils viennent de finir de conquérir la Chine quand Marco Polo arrive. Et les Mongols sont également maîtres de toutes les steppes russes de Sibérie et d'Asie centrale, et ils sont maîtres de la Pologne et ils arrivent jusqu'en Hongrie. Ce qui va les arrêter, en fait, c'est deux choses. D'une part, il n'y a plus assez de pâturage, aussi bien en Chine, c'est un gros problème pour nourrir leurs centaines de milliers de chevaux, et également, ils ne peuvent pas tellement pousser en Europe plus loin que la Hongrie parce qu'il n'y a plus les pâturages nécessaires pour leurs chevaux. Deuxièmement, il y a eu de grosses dissensions entre eux, entre les chefs. Les uns disant, et ça on l'a par toutes les annales, on le sait, c'est absolument sûr ce que j'avance là, les uns disant, il faut garder notre mode de vie nomade, il faut continuer à piller, à raser et à garder des terres pour les chevaux partout où on peut, et puis terminer. Et les autres disent non, 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 il faut arrêter de piller, il faut arrêter de massacrer, il faut faire payer l'impôt, et tous les ans, on aura un revenu en faisant payer l'impôt. Et finalement, c'est ce qu'ils ont fait sur une bonne partie, puisque les princes russes, polonais, etc., ont payé pendant 150, 200 ans des impôts très lourds aux nomades mongols. Ailleurs, ils se sont vraiment civilisés et ils se sont mélangés, notamment en Chine, avec les Chinois, enfin mélangés culturellement, peu mélangés sur le plan racial. Et en Iran également, c'est là où ils se sont le plus mélangés, puisque même les princes mongols se sont convertis à la religion musulmane, qui semblait incroyable au départ. Vous voyez, donc on a différents cas de figure. Soit ils ne se mélangent pas, mais ils arrêtent de massacrer et de piller et ils font payer l'impôt, avec un régime assez dur, soit ils se mélangent culturellement, ils se sédentarisent en quelque sorte. C'est le cas en Chine et en Iran. Et j'avais une question en réécoutant encore l'histoire que tu nous as contée. Tu dis que la Chine, en réponse, ensuite, va aller chercher des chevaux en Asie centrale. Mais du coup, ils les prennent où? Puisque les hordes viennent d'Asie centrale. Alors, au moment où commence la route de la soie, il y a encore des Huetzi, des Wuzun, des Sas en Asie centrale. Et c'est là où ils vont prendre les chevaux et ils vont les emmener en Chine. Et c'est pour ça aussi qu'ils vont essayer de faire remonter leur frontière nord vers ce qui est aujourd'hui la Mongolie intérieure, et notamment ce qu'on appelle la steppe des Ordos, au nord du fleuve Jaune. Parce qu'ailleurs, ils n'ont pas de pâturage pour des centaines de milliers de chevaux. Et donc, ils sont obligés de les nourrir qu'avec de l'orge, de la luzerne et d'autres trucs comme ça qui rendent les chevaux malades. Ce sont des chevaux qui réagissent très mal à d'autres nourritures que les herbages. Et en général, les annales chinoises disent on a du mal à garder les chevaux plus de 3 à 5 ans. Ce qui fait que continuellement, les Chinois doivent racheter des chevaux à leurs frontières. Et c'est pour ça qu'ils vont créer la route de la soie et ils obtiennent les chevaux en vendant de la soie. Et on le voit dans les comptoirs, parce que les comptoirs, en chinois, ça s'appelle les comptoirs soie-chevaux. Très exactement. Alors peut-être, enfin moi j'ai une dernière question, si vous en avez, n'hésitez pas, c'est le moment. La dernière question que j'aurais, mais peut-être pour faire le lien aussi avec la prochaine et donc la deuxième partie, ces peuples de nomades actuellement. Est-ce que tu peux peut-être nous parler assez brièvement
du découpage géopolitique qui justement est très anarchique dans cette région du globe, quoi. Alors, ben, les Mongols, aujourd'hui, sont bel et bien encore en Mongolie. Il y avait des peuples mongols qui sont encore aujourd'hui, font partie de la Russie, en Transbaïkalie, de chaque côté du lac Baïkal. Les Kirghizes, on va les trouver au Kyrgyzstan, mais on va les trouver aussi sur la moitié du Tadjikistan. On en trouve également en Afghanistan. Les Kazakhs, on les trouve au Kazakhstan, mais aussi dans l'ouest de la Mongolie. Il y a eu des jeux de chaises musicales, tout simplement parce que vous avez eu la colonisation russe à partir de la deuxième partie du 19e siècle, qui va chasser certains peuples, notamment les Kazakhs, les Kirghizes et tout, vont trouver refuge dans les zones non occupées par les Russes. Et puis après, il y a une deuxième jeu de chaises musicales quand les communistes chinois vont arriver au pouvoir. Et à ce moment-là, ça va être encore une fuite des nomades kazakhs et kirghizes et même certains mongols pour échapper au communisme chinois. Les hordes nomades ont toujours été très difficilement gouvernables par les gouvernements sédentaires. Et chaque fois, ces gens-là essayent de fuir. On a par exemple l'exemple de Kazakhs qui sont partis du Kazakhstan, qui se sont retrouvés après en Chine. De Chine, ils sont passés au Ladakh et du Ladakh, ils ont été rapatriés par les Turcs en Turquie. Vous voyez, incroyable mais vrai. Donc, vous voyez que c'est des peuples qui ont toujours été, qui ont pourchassé, mais qui ont été toujours pourchassés. Et ce n'est que depuis une date très récente qu'ils sont fixés dans les endroits dont on parlera la prochaine fois, à savoir la Mongolie, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan principalement, et la Chine, bien sûr. Voilà. Alors j'ai une question de Lucette merci Lucette pour cette question, qui justement revient sur, on va dire, l'objectif, pourquoi justement il se déplaçait, et notamment vers l'Europe ou vers l'Asie. Donc tu as évoqué l'explication d'épidémie et très certainement de peste noire, mais Les épidémies de peste les noire. épidémies. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'on sait s'il y a une raison, par exemple, climatique? Il y a des raisons climatiques, puisque déjà dans l'histoire secrète des Mongols et dans toutes les annales mongoles, on dit ah, il y a moins d'eau qu'avant, ah, il y a moins de pâturage qu'avant. Les années où il y a du dzout, c'est-à-dire où la terre gèle très très dur, où il y a aussi, on en parlera la prochaine fois, des neiges tardives, ils peuvent perdre 8 animaux sur 10. Ils se retrouvent avec pas assez de troupeaux, donc ils vont essayer de le reconstituer en allant sur des peuples qui en ont perdu moins. Ou alors ils vont essayer de se reconstituer leurs forces en tapant sur les oasis chinois ou sur les oasis d'Asie centrale. À chaque fois, c'est le même cinéma, tous les 20 ou 30 ans, il y a un problème de pénurie d'une manière ou d'une autre, et pour se reconstituer, ils vont taper sur les peuples qui sont plus riches qu'eux. Ensuite, un peuple poussant l'autre, eh ben, c'est la fuite est perdue vers l'est ou vers l'ouest, et généralement vers l'ouest. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec les Huns chez nous, et dont l'Empire romain aura le plus grand mal à se dépêtrer. Mais ce que je comprends également, ce que je sous-entends peut-être la question de Lucette, en tout cas, je ne sais pas si c'est ça, mais moi je la pose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de logique de conquête de territoire. C'est plutôt une histoire. Tu parles souvent de fuite, donc on a l'impression que c'est plutôt une réaction plutôt qu'une action en avant, et à vouloir véritablement s'étendre et bâtir des choses, puisqu'ils sont menacés. Alors, il y a une logique, il y a une logique de conquête pour se renforcer. Tous les scientifiques disent à l'heure actuelle, un peuple, pour pouvoir faire face à n'importe quelle attaque, il lui faut 150 000 cavaliers. Quand il n'a pas 150 000 cavaliers, il peut être battu à plat de couture par d'autres qui arrivent sur lui. Donc, tous les peuples vont faire des pieds et des mains, quand c'est des petits peuples, pour se retrouver alliés avec d'autres peuples. Et pour ça, le mieux, c'est de les conquérir. Et après, on les met même en avant-garde, souvent. Vous voyez, en chair à canon, pas à canon parce qu'il n'y avait pas de canon, mais on les met en avant-garde pour qu'ils se fassent dézinguer avant le peuple qui a conquis. Vous voyez, c'est des phénomènes comme ça. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des peuples qui peuvent être mongols, matinés de Turcs, matinés d'Indo-Européens, parce que chaque fois, c'est des peuples soumis par eux.
Mais est-ce que quand même ils se mélangeaient? Est-ce qu'il y avait Ils se mélangeaient. Quand on retrouve les tombes, à chaque fois, on peut retrouver dans les mêmes tombes, on peut retrouver des profils indo-européens et des profils turco-mongols. Alors, je précise que la genèse turco-mongole, personne ne la connaît exactement. Hein, c'est ce qu'on appelle la genèse altaïque. Et même maintenant, avec les analyses génétiques, c'est pas toujours facile de faire la différence entre les Turcs et les Mongols. Hein. C'est des peuples altaïques au départ qui sont très ressemblants. Par contre, avec les Indo-Européens, c'est des peuples très différents. Ce qu'on appelle les Indo-Européens, c'est la souche iranienne qui a donné par la suite en Iran les Mèdes, puis les Perses, puis les Parthes. Hein, parce que l'Iran aussi a été conquis à multiples reprises par des hordes nomades. D'abord par les Mèdes, ensuite par les Perses, ensuite par les Parthes, et ensuite par encore d'autres peuples. Hein. Donc, il ne faut pas avoir une idée figée des choses quand on parle de l'Europe vers l'Asie. C'est continuellement des hordes migratoires comme ça qui arrivent les unes sur les autres, comme des phénomènes de dominos là, qui tombent et qui se poussent les uns les autres. C'est des vagues, en fait. Voilà, des vraies vagues. Alors, il y a une question d'Eliane qu'on salue d'ailleurs, concernant, et là aussi qui peut faire lien avec la prochaine partie, concernant ces peuples nomades, où les retrouve-t-on en fait au Kazakhstan? Alors au Kazakhstan, c'est principalement aujourd'hui dans le sud-est du Kazakhstan. Le Kazakhstan est un pays qui se développe extrêmement vite. Ensuite, faut bien voir qu'à partir de la moitié du 19e siècle, toutes les républiques d'Asie centrale ont été conquises par les Russes, hein, et notamment par les fameux Cosaques. Et qu'à partir de là, il y a eu de fortes incitations à la sédentarisation des nomades, parce que les nomades étaient incontrôlables, on ne pouvait pas leur faire payer l'impôt. Donc les Russes ont fait des pieds et des mains et ils en ont sédentarisé une très grande partie. Ceux qui ne voulaient pas être sédentarisés, ils fuyaient vers des zones inaccessibles de montagne ou ils fuyaient vers d'autres pays. C'est comme ça qu'on a retrouvé des Kazakhs et des Kirghizes dans d'autres endroits où ils n'étaient pas à l'origine. Hein. Et donc, c'est continuellement une fuite. Je l'ai dit, on a retrouvé des Kazakhs qui ont fui même vers le Ladakh. Et au Ladakh, ils ont été rapatriés du Ladakh vers la Turquie par les Turcs. C'est une fuite perpétuelle. Et pour ce qui concerne les Indo-Européens, beaucoup ont fui sur l'Afghanistan, c'est devenu les Pashtuns. D'autres ont fui vers le nord de l'Inde, hein, notamment l'Empire couchant, les Yuezhi. Il y a des Yuezhi qui ont fui vers le Tibet, c'est pour ça que les Khampas sont très différents des autres Tibétains, parce que ça correspond à ce qu'on appelle la migration des petits Yuezhi vers le Kham. Hein. Et donc, les Tibétains qui étaient là se sont mélangés avec des nouveaux Tibétains qui étaient des Yuezhi. Hein, ça donne un peuple assez différent, avec des profils de gens aux faciès assez allongés, des nez aquilins, etc., des lèvres fines, qui sont très différents des Turco-Mongols ou des Tibétains qu'on a ailleurs. Vous avez les Alains, un très très grand peuple qui vivait entre la mer Noire et la mer Caspienne. Ils se sont trouvés bousculés, ils sont arrivés jusqu'en Europe, ils sont alliés avec les Vandales pour aller jusqu'en Kabylie, et ceux qui restaient sur le secteur sont descendus vers des vallées inexpugnables du Caucase. C'est devenu les Ossètes. Et on pourrait multiplier les exemples. Vous avez encore eu des grandes migrations mongoles. Quand il y a eu des guerres entre Mongols, vous avez des Mongols qui sont venus jusqu'en Crimée. Et ça a donné différents peuples, et les Tatars, etc. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui pas mal de bouddhistes dans cette région-là. Après, il y en a qui sont revenus en Mongolie. Il n'y a pas de choses figées, pas plus hier qu'aujourd'hui. C'est continuellement des jeux de dominos et de peuples qui se succèdent et qui se superposent les uns les autres. Ça me semble être une bonne conclusion. Si tu as encore 2-3 mots à dire, La prochaine fois, on parlera très en détail de la vie quotidienne de tous ces gens-là et ce qui fait que leur culture est différente de celle des autres. Et puis, on parlera de toutes ces zones pour lesquelles moi j'ai fait des recos de trekking dans toutes les zones où vivent ces gens-là. Et on pourra parler des différents endroits où on peut trekker à titre individuel ou avec agence, au choix, comme on a envie, dans toutes ces zones des Mongols, des Kazakhs, des Kirghizes et des Tibétains. Parfait. Eh ben, rendez-vous alors très, très bientôt. Donc, j'en profite pour dire que cette deuxième partie aura très certainement lieu en janvier, début janvier.
en attendant. Entre deux voyages. Entre deux voyages, ouais, c'est Que je ça. pars pour 40 jours en Mauritanie à partir du 13 novembre. C'est ça, avec Je un reviens groupe le de 24 Tanema, ouais. décembre et qu'à partir du 20 janvier, j'encadre, pour ceux que ça intéresse, un trek au Maroc dans le Djebel Sarou. Voilà, Pour deux Tamer, bien sûr. groupes de Tamera qui partent prochainement. Il y en a d'autres. Et comme je vous disais, donc, on se retrouve avec Louis-Marie début janvier pour reparler de ces peuples nomades. Et puis, je vous rappelle la prochaine donc, sur voilà, la belle aventure de l'ascension du Manaslu avec Eric et David. Et ça sera le 17 novembre. Je vous remercie encore à tous d'avoir été nombreux encore ce soir. Merci Isabelle pour votre gentil mot. Effectivement, c'était encore un moment passionnant et enrichissant. Merci encore Louis-Marie. Allez, au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Salut.